Jake, après 17 années, nous supprimons votre poste, déclara sèchement mon supérieur. Veuillez vider votre bureau avant la fin de la journée. Je m'appelle Jake Wilson, j'ai 54 ans, et jusqu'à ce lundi matin, j'étais analyste principal des systèmes chez Meridian Technologies, à Columbus, dans l'Ohio. Pendant près de 2 décennies, j'ai été le pilier du service informatique. Depuis l'époque du modem jusqu'à la migration vers le cloud, je suis resté fidèle au poste alors que 3 PDG se sont succédés. J'ai formé chaque nouvelle recrue, récupéré d'innombrables fichiers perdus, travaillé les week-ends et les jours fériés, sans jamais demander de promotion ni attendre de reconnaissance. Alors, quand Daniel m'a convoqué dans son bureau, où Vanessa des ressources humaines était déjà installée, j'ai su. Il n'avait pas encore ouvert la bouche, mais l'ambiance avait changé depuis plusieurs semaines. J'ai hoché la tête calmement. Je comprends, ai-je dit. Puis je suis sorti sans prononcer un mot de plus. Ni colère, ni supplication, seulement une acceptation silencieuse. De retour à mon bureau, j'ai senti les regards furtifs des plus jeunes employés. La plupart étaient des développeurs que j'avais moi-même formés. De bons jeunes, compétents, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui faisait réellement tourner nos systèmes. Ils ne savaient pas naviguer dans les logiciels sur mesure que j'avais créés, ni accéder aux identifiants administrateurs enfouis plusieurs couches en profondeur. J'ai commencé à ranger mes affaires personnelles méthodiquement, une photo de famille, un mug fabriqué par mon fils au lycée, et ce petit cactus qui avait survécu 17 ans sous l'éclairage fluorescent. Bethany, du marketing, est passée devant mon bureau, le visage tendu d'inquiétude. Jake, je viens d'apprendre, c'est insensé. Tu as littéralement construit cet endroit. J'ai haussé les épaules. Les entreprises changent de direction. Mais sans aucun avertissement, après tout ce que tu as fait? Sa voix montait et attirait l'attention. C'est bon, ai-je dit doucement. En réalité, ce n'était pas bon, mais je n'allais pas faire de scène. En partant, j'ai croisé Daniel, debout devant son bureau. Il n'a pas dit au revoir, ne m'a pas serré la main. Il se contentait de vérifier que je partais bien. Ce qu'aucun d'eux n'avait remarqué au fil des années, c'est que j'étais devenu la personne la plus indispensable du bâtiment. Non pas parce que j'étais exceptionnel, mais parce que j'étais minutieux. J'avais tout documenté. Il y a longtemps, à la demande de l'équipe juridique lors d'un précédent scandale, j'avais mis en place des protocoles de suivi sécurisés pour détecter tout accès non autorisé. J'en avais même des copies dans ma voiture. Je me suis arrêté un instant sur le parking, regardant le bâtiment de 12 étages où j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte. Mon badge de sécurité, que je venais de rendre, avait été renouvelé 16 fois. J'ai démarré et je suis rentré chez moi. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que le mercredi allait être très intéressant. J'avais rejoint Meridian à l'époque où l'entreprise n'occupait que 2 étages dans un centre d'affaires. Ma fille Olivia était alors en maternelle, aujourd'hui, elle terminait son master. L'entreprise avait grandi et moi avec elle. J'avais refusé des offres de concurrents, parce que pour moi, la loyauté comptait. Mon épouse Andrea plaisantait souvent en disant que les serveurs étaient ma seconde famille. Elle n'avait pas tout à fait tort. Je connaissais chaque système, chaque solution de contournement, chaque faille discrète permettant de résoudre les problèmes que la direction ignorait totalement. L'infrastructure que j'avais construite avait survécu à 3 acquisitions et à d'innombrables projets que la direction avait adoptés puis abandonnés quelques mois plus tard. Daniel était devenu mon supérieur il y a 5 ans. Jeune diplômé en gestion, du genre à appeler notre département ressources informatiques plutôt que équipe technique. Il parlait d'optimisation, d'efficacité, de transformation numérique, autant de mots à la mode pour dire qu'il fallait faire plus avec moins. Au début, j'ai essayé de lui expliquer la complexité de nos systèmes, cette complexité accumulée au fil des années de croissance. Il répétait qu'il fallait pérenniser l'infrastructure, en me regardant à peine durant les réunions. 6 mois plus tôt, il avait fait appel à un consultant, Jason Phillips. Costume hors de prix, poignée de main ferme, diplôme de Stanford fièrement affiché sur LinkedIn. Il passait des heures à huis clos dans les salles de réunion, baissant la voix quand je passais devant la porte. 3 mois auparavant, j'ai remarqué que mes droits d'accès avaient été discrètement modifiés. Rien de flagrant, juste des ajustements subtils dans les privilèges administratifs. J'aurais pu protester, mais j'ai préféré observer. Et documenter. Tu sembles préoccupé ces derniers temps, m'a dit Andrea un soir, alors qu'on était assis sur le porche. Tout va bien au travail? J'ai hoché la tête, une bière à la main. Juste quelques changements, rien que je n'ai déjà vu. Mais ces changements-là étaient différents. Je n'étais plus invité aux réunions importantes, les emails concernant les mises à jour système ne m'étaient plus adressés.
Des collègues plus jeunes recevaient des projets que je gérais habituellement. Puis, je suis tombé dessus. Un mémo sur des initiatives de modernisation, diffusées à l'échelle de l'entreprise, mais jamais envoyé à moi. Il décrivait une réorganisation complète du département informatique, sous la direction d'un certain Jason Phillips. Mon poste n'y figurait même pas. Ce même jour, en effectuant un scan de sécurité de routine, une de ces tâches que plus personne ne prend le temps de faire, j'ai repéré un comportement étrange dans notre logiciel de comptabilité. Des transferts réguliers vers un fournisseur inconnu, Apex Solutions Group. Une recherche rapide montra qu'il avait été enregistré l'année précédente, à une adresse correspondant à un simple relais UPS. Les paiements autorisés avaient commencé modestement, mais ils augmentaient chaque mois. Je n'ai rien dit. J'ai copié les données, pris des notes, et continué à surveiller. Parfois, l'homme discret dans le coin voit tout, précisément parce que tout le monde pense qu'il ne voit rien. Le matin suivant mon licenciement, je suis resté assis dans mon bureau à domicile, les yeux rivés sur mon ordinateur portable personnel. Aucun réveil ne m'avait tiré du lit, aucun trajet ne m'attendait, juste le silence, et le poids de ce qui venait de se passer. Andrea m'apporta un café, le posa à côté de moi sans un mot. Après 19 ans de mariage, elle savait quand j'avais besoin de silence. Je vais au magasin, dit-elle finalement. Tu as besoin de quelque chose? Je secouai la tête. Lorsqu'elle partit, j'ouvris le tiroir du bas de mon bureau et sortis une clé USB, l'une des plusieurs que je gardais en sécurité. Le règlement de l'entreprise interdisait formellement l'extraction de données, mais des années plus tôt, lorsque l'équipe juridique avait exigé un système d'audit pour détecter les menaces internes potentielles, j'avais été clair sur la nécessité de disposer de sauvegardes hors site. Ils avaient validé, puis rapidement oublié. Je branchai la clé et commençai à parcourir les fichiers, des emails internes, des procès-verbaux de réunions auxquels je n'aurais jamais dû avoir accès, des relevés financiers que la plupart des employés n'auraient jamais vus. Et là, je le vis. Un historique complet des paiements vers Apex Solutions Group. Près $1,8 million sur 18 mois. La chaîne d'approbation menait directement à notre directeur financier, Brian Wilcox. Je fouillais davantage, recoupant les dates et les montants, jusqu'à ce que le schéma apparaisse. Les paiements coïncidaient parfaitement avec une série de renouvellements de licences logicielles utilisées à l'échelle de l'entreprise. Mais les montants étaient gonflés, parfois de 15%, parfois de 20%. Suffisamment faibles pour ne pas déclencher d'alerte immédiate, mais assez élevés pour s'accumuler discrètement. Je consultai l'enregistrement commercial d'Apex Solutions Group. Le propriétaire déclaré s'appelait Thomas Wilcox. Une recherche rapide sur les réseaux sociaux confirma ce que je soupçonnais, le beau-frère de Brian. Il détournait des fonds de l'entreprise en surfacturant des dépenses réelles. Je m'adossai à ma chaise, sentant quelque chose se transformer en moi. Pas de la colère. Quelque chose de plus froid, plus concentré. Pendant 17 ans, j'avais résolu des problèmes, réparé des systèmes, protégé des données. J'avais été celui sur qui l'on pouvait compter, la présence constante, fiable, jamais conflictuelle. Et il m'avait jeté comme un matériel obsolète. Mon téléphone vibra. Un message de Steven, un jeune analyste que j'avais formé ces 2 dernières années. Désolé pour hier. Du grand n'importe quoi. Ce qu'ils ont fait. Philippe s'installe déjà dans ton ancien bureau. Je posai le téléphone sans répondre. Tout s'emboîtait. Daniel et le directeur financier avaient besoin que je parte avant que quelqu'un ne fasse le lien entre les pièces. Ils pensaient sans doute que les preuves disparaîtraient avec moi, que je n'étais qu'un vieux gars de l'informatique dépassé par la finance moderne. J'ouvris ma messagerie, prêt à écrire aux membres du conseil d'administration. Puis je m'arrêtai, le doigt suspendu au-dessus du bouton d'envoi. Trop direct. Trop facile à rejeter comme une plainte amère d'un employé licencié. Il me fallait un levier, une stratégie précise, un moyen d'exposer la fraude de façon indiscutable, impossible à étouffer. J'effaçai le brouillon et commençai à faire des plans. Le lendemain, c'était mercredi, jour de réunion du conseil. Les résultats financiers trimestriels devaient être présentés, les primes validées. Le timing parfait. Je refermai l'ordinateur portable et marchai jusqu'à la fenêtre du salon, regardant le quartier où nous avions élevé nos enfants, où nous avions bâti notre vie. Pour la première fois depuis la veille, je souris. Le mercredi matin, je m'installai dans ma voiture, garée en face du siège de Méridian. Je regardais les employés défiler à travers les portes tournantes. Sur le siège passager, mon ordinateur était connecté à une adresse email que j'avais créée des années plus tôt, pour des tests de sécurité. Elle semblait provenir d'un domaine interne de l'entreprise, mais n'était pas répertoriée dans l'annuaire officiel. À 9h15 précise, j'envoyai mon premier coup.
Un email à Daniel, objet, irrégularité financière révision urgente requise. J'y joignis un résumé des paiements vers Apex, suffisamment détaillé pour être crédible, sans mentionner le lien de parenté. Si Daniel était impliqué, il paniquerait. S'il ne l'était pas, il enquêterait. Dans les deux cas, j'apprendrais quelque chose. À 9h45, mon téléphone sonna. Daniel. Je laissai l'appel aller sur la messagerie. Son message était sec. Jake, il faut qu'on parle de ton email immédiatement. Rappelle-moi. Je ne le fis pas. À la place, je me rendis dans un café, installai mon ordinateur et attendis. À 10h30, un autre email arriva, cette fois de Vanessa, des ressources humaines. Monsieur Wilson, nous avons reçu une communication préoccupante de votre part, susceptible de violer les termes de votre départ. Nous vous demandons de cesser tout contact avec les employés de Meridian et de respecter vos obligations de confidentialité. Toute nouvelle communication pourrait entraîner des poursuites judiciaires. Voilà donc leur stratégie, menacer, discréditer, isoler. Sauf que je n'avais signé aucun accord de départ. Je me rendis à ma banque et accédai à mon coffre sécurisé. À l'intérieur se trouvait une autre sauvegarde, plus ancienne, mais contenant des informations cruciales que je n'avais pas incluses sur mes supports habituels. Parmi les fichiers, il y avait les protocoles de sécurité originaux que j'avais conçus, incluant la documentation indiquant qui avait eu accès à quel système et à quel moment les modifications avaient été apportées. D'après ces archives, Brian Wilcox avait personnellement demandé un accès étendu au système d'approbation financière, il y a 18 mois, exactement au moment où les paiements vers Apex avaient commencé. De retour chez moi, je trouvais 3 appels manqués supplémentaires, Daniel, Vanessa, et maintenant Jason Phillips. Je ne m'attendais pas à ce que lui s'implique aussi rapidement. Intéressant. Je consultai ma boîte mail personnelle et y trouvai un message de Steven, marqué urgent. Jake, ils disent que tu as envoyé un email délirant à propos d'une fraude financière. Phillips a convoqué une réunion d'urgence. Tout le monde en parle. Ils sont en train de bloquer ton accès à tout, même aux données historiques dont on a besoin pour travailler. Qu'est-ce qui se passe? Pauvre gamin, pris entre deux feux. Je lui répondis brièvement, ne t'implique pas, Steven. Observe simplement. À 15h, mon téléphone fixe sonna. Un numéro que je n'utilisais plus pour le travail depuis des années. Je décrochai sans parler. Jake, c'est Brian Wilcox. Sa voix était posée, contrôlée. On devrait parler de tes inquiétudes. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Ah oui? C'est comme ça que tu appelles ça? Demandai-je. Écoute, les périodes de transition sont toujours délicates. Si tu as des questions sur les finances de l'entreprise, il existe des canaux appropriés, comme le conseil d'administration. Je l'interrompis. Le silence s'installa. Puis il reprit. Le conseil n'a pas besoin d'être dérangé par des détails opérationnels. Pourquoi ne pas se rencontrer demain, juste toi et moi? On pourrait clarifier tout ça. Désolé, je suis occupé demain. Et puis, je pense que le conseil serait justement très intéressé par Apex Solutions Group et ton beau-frère. L'inspiration tranchante qu'il prit à ce moment-là m'en dit long. Tu commets une grave erreur, dit-il enfin. On peut arranger ça. Une belle indemnité, des lettres de recommandation, ce que tu veux. Au revoir Brian, répondis-je, avant de raccrocher. 10 minutes plus tard, Vanessa m'écrivit à nouveau. Soudain, mon indemnité de départ avait doublé. En pièces jointes, un accord exigeant ma totale confidentialité concernant toutes les affaires de l'entreprise. Ils étaient en panique, mais pensaient toujours qu'il s'agissait d'une simple tentative de chantage. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le jeudi matin apporta clarté et confirmation. J'avais passé la nuit à analyser des années de données, reliant des points que j'avais auparavant négligés. L'arnaque autour d'Apex n'était pas le premier tour de passe-passe financier de Brian. 3 ans plus tôt, peu après qu'il soit devenu directeur financier, un autre schéma était apparu, des frais de conseil facturés à une société appelée l'Acquisite Business Solutions. Nom différent, même méthode. Des factures gonflées pour des services partiellement, ou jamais, réalisés. J'ai recherché l'enregistrement commercial de l'Acquisite. Celui-ci menait à Patricia Wilcox, l'épouse de Brian. La femme était apparemment PDG d'une entreprise sans site web, sans employés, avec une adresse de bureau virtuelle. Mais la révélation la plus importante est venue lorsque j'ai fouillé les archives email. Daniel n'était pas seulement au courant de ces montages, il y avait activement participé. En échange, son département avait obtenu des augmentations de budget, pendant que d'autres subissaient des coupes.
Il avait été recruté précisément parce que son prédécesseur avait commencé à poser des questions sur les dépenses en informatique. Même Jason Phillips était impliqué. Sa société de conseil avait été engagée via un processus inhabituel, contournant les canaux classiques d'approvisionnement. Son véritable rôle n'était pas de moderniser le système informatique, mais d'éliminer la seule personne susceptible de remarquer ces irrégularités, moi. Le plan était d'une simplicité redoutable. Créer des fournisseurs à l'apparence légitime, approuver des paiements gonflés, puis se partager la différence. Comme des services étaient effectivement rendus, mais à des tarifs gonflés, les auditeurs, eux, ne détectaient rien. En 3 ans, ils avaient détourné près de 4 300 000 $. J'ai rassemblé tous les éléments dans un rapport complet, tableur montrant les augmentations progressives, enregistrement d'entreprises liant les sociétés à la famille de Brian, échange de mails prouvant la connaissance et la complicité de Daniel. Puis j'ai fait quelque chose qu'il n'aurait pas anticipé. J'ai contacté Robert Chen, un membre du conseil avec qui j'avais collaboré il y a des années, lors de la mise en place d'un système de sécurité. Il était à moitié retraité aujourd'hui, mais assistait toujours aux réunions trimestrielles. « Jake Wilson », dit-il en décrochant à la 2e sonnerie. « Ça fait longtemps. J'ai entendu dire que tu avais quitté Meridian. »« Pas de mon plein gré », répondis-je. « Robert, j'ai besoin de 15 minutes de ton temps. C'est important. » Silence. Puis il ajouta, « Est-ce que ça concerne le fait que Brian et Daniel se soient isolés en réunion, visiblement stressés ?» Celle d'hier était tendue. « Peut-être bien, répondis-je. » Il rit doucement. « J'ai toujours pensé que tu savais où étaient enterrés les secrets. Où peut-on se voir ?» 1 heure plus tard, nous étions assis dans un parc à 5 km du siège. Je lui remis une enveloppe scellée contenant un résumé imprimé et une clé USB. Voilà tout. Les dates, les montants, les liens. Je ne cherche pas à récupérer mon poste. Je ne cherche pas d'argent. Je veux juste que les bonnes personnes soient au courant. Robert me scruta. Pourquoi venir me voir? Parce que toi, tu lis vraiment les rapports d'audit. Je t'ai vu poser les bonnes questions en réunion. Il hocha lentement la tête. Il y a une session exceptionnelle du conseil demain. Révision du comité financier. Timing parfait. Jake, dit-il en glissant l'enveloppe dans sa poche, si tout cela est vérifié, il y aura de sérieuses conséquences. Je compte bien là-dessus. Alors que je retournais vers ma voiture, mon téléphone vibra. Un message d'Andrea, un certain Jason Phillips est passé à la maison, il disait que c'était urgent. Je lui ai dit que tu étais sorti. Il commençait à désespérer. Très bien. Cet après-midi-là, je reçus des offres d'emploi de 2 entreprises concurrentes. Les 2 proposaient des postes bien supérieurs à mon ancien rôle, avec d'importants bonus de signature. La nouvelle de ma soudaine disponibilité s'était déjà répandue. Je les ignorais pour l'instant. Il ne s'agissait pas de trouver un nouveau travail, mais de terminer ce qu'ils avaient commencé. Ce soir-là, en utilisant des identifiants qui auraient dû être révoqués mais ne l'étaient pas à négligence de Jason, la transition informatique, j'accédais une dernière fois au serveur de messagerie de l'entreprise. J'y programmais l'envoi d'un message à tous les membres du conseil d'administration pour 8 heures le lendemain matin. Objet, avant d'approuver les primes du 2e trimestre, lisez ceci. En pièce jointe, mon rapport complet. Le vendredi matin se leva, clair et lumineux. Je m'installai sur le porche avec un café, observant le quartier s'éveiller. Pas de réveil, pas de trajet, juste de l'attente. À 8 heures précises, mon email programmé livra sa charge aux membres du conseil. À 8h17, mon téléphone commença à sonner. Des numéros inconnus, sans doute les assistants des membres du conseil, cherchant désespérément à me joindre. Je laissai tous les appels aller sur la messagerie. À 9h, la réunion d'urgence du comité financier devait commencer. Robert Chen y serait, mon dossier en main, observant les réactions au moment où mon rapport serait découvert et discuté. À 9h32, Steven m'envoya un texto. Les policiers sont là. Wilcox et Daniel sont interrogés dans des salles de réunion. Phillips a l'air malade. Que as-tu fait? Je ne répondis pas. Les engrenages tournaient exactement comme je l'avais prévu. À 10h, le service juridique de Meridian m'appela. Contrairement aux autres, je répondis. Monsieur Wilson, ici Patricia Grave du service légal. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement pour discuter des informations que vous avez transmises au conseil. Je suis disponible par téléphone, répondis-je. Cela nécessite une discussion en personne. Non, répliquai-je calmement, tout ce que je sais figure dans ce rapport.
Et tout ce que je possède est déjà sauvegardé dans plusieurs endroits sécurisés. S'il m'arrive quoi que ce soit, à moi ou à ma famille, des copies supplémentaires seront envoyées à la SEC, à l'IRS et à 3 médias nationaux. Silence. Monsieur Wilson, dit-elle enfin, avec un ton soigneusement mesuré, le conseil prend cela extrêmement au sérieux. Plusieurs cadres ont déjà été placés en congé administratif, en attendant les résultats de l'enquête. Ils apprécieraient votre coopération. J'ai déjà pleinement coopéré, en fournissant une documentation complète. Ma part du travail est terminée. Après avoir raccroché, je pris la route vers un petit restaurant à 30 km de Columbus. Mieux valait rester introuvable aujourd'hui. Pendant le déjeuner, les premiers articles commencèrent à paraître sur les sites d'information économiques locaux. Des cadres de Meridian Technologies font l'objet d'une enquête pour irrégularité financière. Pas encore de nom, mais cela viendrait. À 14 heures, Robert Chen m'appela. C'est un carnage, dit-il d'entrée. Brian a avoué, dès qu'on lui a présenté tes preuves. Il tente de négocier, en rejetant la faute sur Daniel, prétendant avoir subi des pressions. Daniel nie tout, et Philippe s'affirme n'être qu'un consultant sans accès aux finances. Le conseil n'en croit pas un mot. Les 3 sont suspendus, en attendant l'enquête. Des experts en audit judiciaire arrivent lundi. Les premières estimations suggèrent qu'au moins 4 500 000 $ ont été détournés en 3 ans, peut-être plus. Je hochai la tête en silence. J'étais proche du bon chiffre. Le conseil veut te parler, poursuivit Robert. Pas seulement pour récupérer ton ancien poste. Il crée un nouveau rôle de directeur de la sécurité, directement rattaché au conseil. J'avais envisagé cette possibilité, mais cela me surprenait tout de même. Je vais y réfléchir, répondis-je. Ce soir-là, je racontai tout à Andrea. Elle écouta sans m'interrompre, puis me demanda, « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Bonne question. La vengeance était accomplie. Ceux qui m'avaient écarté étaient à leur tour mis à l'écart, probablement en route vers des poursuites pénales. La justice avait été servie, froide et précise. Mais retourner chez Meridian, c'était aussi revenir là où on m'avait jeté après 17 ans de loyaux services. En étais-je capable? En avais-je envie? J'ai besoin de temps pour décider, dis-je enfin. Plus tard dans la soirée, j'ouvris mon ordinateur une dernière fois et postai un seul message sur mon profil LinkedIn, restez inactif depuis longtemps, ne brûlez jamais les ponts. Laissez-les simplement s'effondrer sous le poids de leur propre cupidité. En quelques minutes, d'anciens collègues commencèrent à me contacter. La rumeur circulait. Le type discret de l'informatique venait de faire tomber 3 cadres dirigeants, sans jamais hausser la voix. Le lundi matin, je franchis les portes du siège de Meridian, vêtu d'un costume que je n'avais pas porté depuis des années. L'agent de sécurité eut un moment d'hésitation, puis s'empressa de m'imprimer un badge visiteur. « Bienvenue à nouveau, Monsieur Wilson », dit-il avec un respect nouveau. La montée en ascenseur jusqu'à l'étage des dirigeants se fit en silence. Je n'avais jamais eu de raison de monter à ce niveau. Jusqu'à maintenant. J'étais attendu dans la salle du conseil. 10 membres du conseil d'administration étaient assis autour d'une table brillante. Robert Chen me fit un léger signe de tête à mon entrée. La PDG intérimaire, auparavant directrice des opérations, semblait mal à l'aise. « Monsieur Wilson, commença-t-elle, merci d'être venu. La situation que vous avez révélée est sans précédent. » Je restai silencieux. L'ampleur totale de la fraude semble pire que ce qui avait été rapporté initialement, poursuivit-elle. L'équipe médico-légale a identifié près de 5 200 000 $ de fonds détournés. Des poursuites pénales sont en cours de préparation. Je continuai d'attendre. Robert s'éclaircit la gorge. Jake, le conseil a voté à l'unanimité la création d'un nouveau poste exécutif, directeur de la sécurité des systèmes d'information, avec tous les privilèges exécutifs et un rattachement direct au conseil. Nous aimerions vous proposer ce poste. Je posai mon dossier sur la table. À l'intérieur, vous trouverez mes conditions, dis-je. Non négociables. La PDG l'ouvrit et le parcourut rapidement. Ses sourcils se haussèrent. Pleine autorité d'audit sur tous les départements. Budget indépendant. Droit de veto sur les décisions technologiques et financières. Je hochai simplement la tête. C'est inhabituel, dit-elle. Tout comme détourner 5 200 000 $, répondis-je. Cela s'est produit parce que personne ne surveillait. Désormais, quelqu'un le fera. Un silence pesant tomba sur la pièce. Vous avez jusqu'à midi, déclarai-je en me levant. J'ai d'autres offres.
Alors que je tournais les talons, Robert demanda, « Tu avais tout prévu depuis le début, Jake ?» Je m'arrêtai sur le pas de la porte. Je n'avais pas prévu d'être licencié après 17 ans. Tout ce qui s'est passé ensuite, c'est juste moi, faisant ce que j'ai toujours fait, identifier les vulnérabilités d'un système et mettre en place les mesures de sécurité appropriées. À 11h47, ils appelèrent. Ils acceptaient toutes mes conditions. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon nouveau bureau d'angle, en train de passer en revue les protocoles de sécurité pour le prochain trimestre. La vue donnée sur la ligne d'horizon de Columbus, rappel quotidien de tout ce qui avait changé. Brian Wilcox avait plaidé coupable à plusieurs chefs de fraude. En échange de sa coopération, il bénéficierait d'une peine réduite, mais toujours conséquente. Daniel contestait les accusations, affirmant n'avoir rien su du montage, malgré les preuves accablantes. Jason Phillips avait fui au Brésil, mais il était en cours d'extradition. L'argent avait été récupéré, en grande partie du moins, suffisamment pour que l'entreprise évite des dommages financiers graves. Mon ancienne équipe me rapportait désormais directement. J'avais toutefois promu Steven pour gérer les opérations au quotidien. Ce gamin avait du potentiel, il avait juste besoin que quelqu'un le remarque. Un coup frappé à la porte attira mon attention. Andrea se tenait là, souriante. « Prêt pour le déjeuner ?» demanda-t-elle. Je hochai la tête en attrapant ma veste. En traversant le service informatique, les conversations se turent un instant. Non pas par peur, mais par respect. Ces gens savaient ce qui s'était passé. Ils savaient que j'aurais pu détruire l'entreprise, mais que je l'avais sauvée. Dans l'ascenseur, Andrea me serra la main. Heureux? Je réfléchis à la question. La colère qui m'avait porté les premiers jours après mon licenciement s'était dissipée. Ce qui restait, ce n'était pas tout à fait du bonheur. Plutôt une forme de satisfaction. Un sentiment d'accomplissement. Ça va, répondis-je. Dehors, le soleil d'octobre réchauffait nos visages alors que nous marchions vers un restaurant à proximité. Mon téléphone vibra. Un message de Robert Chen. Le conseil a approuvé l'augmentation de ton budget sécurité. Vote unanime. Je souris légèrement. Pas de débat, pas de question. Juste de la confiance. Andrea remarqua mon expression. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, dis-je en rangeant le téléphone dans ma poche. Je pensais juste au pont. Certains s'effondrent sous leur propre poids. D'autres, une fois réparés, deviennent plus solides qu'ils ne l'ont jamais été. Cette fois, j'avais construit le mien comme il faut. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies et bouleversantes qui se déroulent autour de vous.